qui est important, c'est d'intégrer les notions de bien-être au travail dans l'entreprise, mais encore, il faut savoir comment faire. Et c'est ce que nous allons traiter maintenant avec Aurore Maréchal. Alors, on va traiter les 3 points. Inscrire le bien-être dans la culture et les valeurs de l'entreprise et dans le management. La qualité de travail comme item de la négociation annuelle obligatoire et développer des nouveaux canaux de communication en dehors du code du travail, donc être innovant, et ça se met en place par la direction. Alors, Aurore, bonjour. Bonjour Jacques. Comment on inscrit le bien-être dans la culture de l'entreprise ? Alors, c'est une vaste question puisque nous, on part du principe que, à un moment donné, l'entreprise doit être suffisamment mature pour dire je m'engage pour inscrire le bien-être comme étant une valeur fondamentale de mon organisation. Donc c'est pas forcément tout type d'organisation qui est prête à cela, mais à partir du moment où on souhaite mettre en place des choses en matière de bien-être, il faut qu'il puisse y avoir un moteur et un acteur principal dans l'entreprise et un chef d'orchestre qui va venir dire je prends l'engagement à un moment donné d'inscrire le bien-être comme étant une valeur fondamentale de mon organisation. Alors, c'est une décision d'entreprise. C'est une décision d'entreprise, c'est un projet d'entreprise, c'est un projet qui doit être global et qui doit impliquer l'ensemble de l'organisation à tous les niveaux. Donc une prise de conscience. Une prise de conscience, une prise de position aussi forte quelquefois, parce que la plupart du temps, c'est une personne qui va à un moment donné dire c'est ce qu'il faut qu'on fasse et qui va à un moment donné au démarrage lutter contre tout le monde pour faire accepter que c'est ce qu'il faut faire. Alors, je pense que le grand problème d'un DRH qui arriverait dans une entreprise et qui prendrait cette décision va être confronté à l'employeur qui dit c'est un gadget qui coûte cher et les salariés qui disent qualité de vie au travail, attention, danger, c'est pour nous faire passer la pilule, d'autres choses derrière. Oui, comment le DRH funambule marche sur ce fil pour arriver à tirer les 2 fils et à les rejoindre ? Alors, il faut à un moment donné que la personne qui soit porteur de projet l'incarne lui-même. C'est-à-dire que le discours qu'elle va tenir autour de la qualité de vie au travail, de la qualité de vie globale ou le bien-être au travail, la personne va devoir l'incarner. C'est-à-dire que si elle met en place un certain nombre d'actions, elle-même être porteur de ces actions et peut-être les faire elle-même. C'est-à-dire que à un moment donné, rétablir son équilibre vie personnelle, vie professionnelle, si le DRH ne l'incarne pas lui-même et qu'il envoie des mails à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, il va y avoir une discordance entre le discours et ce qu'il demande aux équipes de faire et ce que lui-même fait dans sa pratique quotidienne. Alors, la suite logique, et c'est le deuxième point que nous allons aborder, c'est intégrer la qualité de vie au travail comme item dans les négociations annuelles obligatoires. Oui, alors il y avait eu un accord national interprofessionnel en 2013 qui avait été négocié par les partenaires sociaux au niveau national et qui était justement sur le thème de la qualité de vie au travail et sur l'égalité professionnelle. Alors le fait que les 2 sujets soient mis en parallèle avait un peu brouillé les pistes à l'époque, mais il y avait cette vision dans cet accord qui était de faire de la qualité de vie au travail quelque chose de systémique, c'est-à-dire pas forcément propre à l'entreprise, mais qui va dépendre d'un certain nombre de facteurs, y compris externes à l'entreprise. Alors malheureusement, c'est vrai que cette vision un peu plus globale et systémique qui allait au-delà de la santé et de la sécurité au travail posée par le Code du travail n'a pas été reprise stricto sensu par la loi Rebsamen et dans le cadre et qui a inscrit en fait la qualité de vie au travail comme l'un des pans obligatoires de la négociation annuelle obligatoire. La loi Rebsamen a une vision un tout petit peu plus restrictive et on a perdu le caractère systémique de ce qu'il y a lieu de faire en matière de qualité de vie au travail. Quand on est DRH et qu'on inscrit la qualité de vie au travail dans les NAO, on revient un peu sur le donnant-donnant. Alors que précédemment, on était plus sur le perdant-perdant. Par rapport à l'accord national interprofessionnel ? Non, par rapport à la politique de l'entreprise, quand on amène des améliorations de la qualité de vie au travail, on retrouve le gagnant-gagnant ou le donnant-donnant. Alors ça va dépendre de la qualité du dialogue social dans l'entreprise. Si on a une négociation annuelle obligatoire où on donne juste des points et où on dit quelles que soient les questions qui seront soulevées, non, 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 et quelles que soient les demandes qui sont formalisées par les sections syndicales, si la réponse systématique de l'entreprise est de dire non, pas de dialogue, pas de construction et de ce fait la qualité de vie au travail, il n'y en aura pas. Mais à un moment donné, si on veut être constructif, il y a à un moment donné cette notion de gagnant-gagnant. C'est oui, si la qualité de vie, la qualité de vie au travail est améliorée, alors la performance de l'entreprise sera accrue. Et c'est un cercle vertueux ensuite. Alors après, il y a le dernier point sur lequel il faut être imaginatif.
développer des nouveaux canaux de communication pour améliorer la qualité de vie au travail. Oui, alors en France... Sortir du code du travail. C'est ça, et sortir du cadre à un moment donné, sortir de sa zone de confort également, puisque la qualité de vie au travail aujourd'hui conduit à sortir un peu de ce qu'on avait l'habitude de faire et de sortir de sa zone de confort habituelle. Alors, on a une vision assez restrictive du dialogue social aujourd'hui en France, encore aujourd'hui, c'est-à-dire on a cette vision représentant du personnel versus direction de l'entreprise. Alors, soit quelquefois c'est constructif, soit quelquefois il y a des oppositions flagrantes dans certaines organisations. Alors, c'est vrai que sur la qualité de vie au travail, on peut soit décider d'avoir recours aux canaux de communication habituels, et de toute façon, dans une certaine mesure, le canal de communication et de dialogue social habituel via le représentant du personnel reste le canal privilégié puisqu'il est cadré au niveau du Code du travail et que c'est un passage obligé pour les directions de devoir communiquer et de négocier avec ses représentants du personnel. Mais de plus en plus, nous, ce qu'on préconise, c'est d'aller au-delà de cette représentation du personnel et de pouvoir impliquer tous les échelons de l'organisation pour avoir un retour de terrain et un retour d'expérience plus large que celui qu'on peut avoir via le spectre des représentants du personnel, soit parce que dans certaines organisations, il n'y en a pas, tout simplement, et c'est vrai qu'avec les ordonnances Macron, on a de moins en moins de représentation du personnel, donc il faut aussi être innovant dans les modes de communication et de dialogue social dans l'entreprise, et donc être un peu plus créatif là-dessus, soit parce qu'à un moment donné, cette logique d'opposition entre la direction et les représentants du personnel nécessite peut-être un canal de communication plus transversal qui va permettre d'impliquer au-delà de juste la direction, les représentants du personnel, et de pouvoir impliquer des opérationnels, des ouvriers, des employés, des managers qui ne sont pas forcément représentants du personnel mais qui peuvent avoir des axes d'amélioration à proposer et à faire remonter par un autre canal. Très bien, là on a le canal, on a l'information et après il faut la traiter. Il ne faut pas que ce soit inutile, il ne faut pas que les gens parlent et qu'on ne les écoute pas. Alors il faut qu'ils puissent avoir la capacité de s'exprimer, ça c'est un premier point, mais effectivement ensuite avoir un retour sur leur droit d'expression, savoir si ça a été pris en considération, dans quel laps de temps ça a été pris en considération, est-ce que concrètement ça a été mis en place, et si ça n'a pas été mis en place, pourquoi ça n'a pas été mis en place. Encore une fois, on retrouve cette dimension du pourquoi on a fait ça, et surtout pourquoi on ne l'a pas fait. Ça peut avoir un sens à un moment donné de l'avoir proposé, et puis ça peut avoir perdu un peu de sens à un moment donné, et ne pas avoir été mis en place, mais avec une légitimité. Et ça, c'est-à-dire que des commerciaux alerteraient que le marché est en train d'évoluer, il faut que l'entreprise soit capable de l'entendre, oui, et fixe des objectifs et crée des nouveaux produits en fonction de l'évolution du marché. Tout à fait, et c'est aussi une capacité de l'organisation et de sa direction à se remettre en question et à savoir aussi évoluer et à détecter les tendances qui l'entourent pour pouvoir anticiper le marché, voir comment il va évoluer pour pouvoir s'adapter en interne. Alors là, on est en train de parler en théorie, parce qu'en théorie, tout se passe bien. Est-ce que vous voyez, vous, de votre fenêtre, une lame de fond, une tendance lourde d'entreprises qui commencent à prendre conscience de cette nécessité de mettre en place des nouveaux outils de communication et d'écouter les remontées de la base, ou est-ce que c'est encore anecdotique ? Non, de plus en plus, on a des organisations qui s'impliquent, alors indépendamment des textes, puisqu'il y a toujours ce qu'on doit faire obligatoirement, il y a toujours cette notion de je subis ce que je dois faire et je choisis de le faire. Donc on a quand même de plus en plus d'organisations aujourd'hui qui choisissent d'entrer dans ce type de démarche parce qu'il y a une prise de conscience un peu plus globale sur le fait de se dire l'environnement évolue, la politique globale, nationale et internationale évolue, on est de plus en plus en situation d'instabilité et si on peut faire en sorte dans nos organisations de se sentir un peu mieux, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Et de plus en plus, nous sommes sollicités pour accompagner des directions qui souhaitent un changement en profondeur pour s'adapter et faire en sorte que leurs collaborateurs et leurs équipes se sentent mieux. C'est bien que vous ayez souligné que certains prennent le cadre comme une contrainte, mais il faut dire que dans ce cadre, ce qui n'est pas interdit est autorisé. C'est pas parce que c'est pas obligatoire non plus que c'est interdit et qu'on peut être innovant. On peut être innovant, il n'y a pas de mal à être innovant, il y a plutôt que du bien à vouloir expérimenter de nouvelles choses, à sortir de sa zone de confort, encore une fois, mais l'organisation doit être prête à ça et il doit y avoir un porteur de projet en interne qui puisse porter ça et être prêt à prendre le leadership pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible. C'est ça, il faut expliquer quelquefois au DRH quel est leur périmètre parce que quelquefois ils l'ont oublié, quoi.
Le DRH, il ne faut pas oublier que dans le DRH, il y a le H et que l'humanité dans la relation de travail est le meilleur moteur qui puisse faire en sorte que l'organisation soit performante. Et malheureusement, le R veut dire ressources et pas relation. Tout à fait. Et ça, c'est dommage. On traite, On la l'oublie. ressource humaine comme du pétrole. Oui, alors que c'est pas le cas. Un être humain reste un être humain dans toute sa complexité et c'est pas quelque chose qui est stable non plus. La personne évolue, elle a un environnement, son environnement interagit sur elle, elle interagit sur son environnement et donc l'équilibre doit être en permanence assuré pour que tout à chacun y trouve son intérêt et qu'on puisse avoir des partenariats gagnant-gagnant. Eh bien, c'est un beau mot de fin, un partenariat gagnant-gagnant pour améliorer la qualité de vie au travail et le mettre dans les critères de la philosophie de l'entreprise. Tout à Merci fait. Aurore. Merci Jacques.